Que pensez-vous du duo Macron-Borne? Eh bien voilà une bonne question. Ce duo, pour le moins inattendu, le super jupitérien et sa super intendante, c'est comme ça que vous les voyez? Incontestablement, depuis précisément, on a vu Nicolas Sarkozy et François Fillon, qui tous les deux, au départ, avaient théorisé le Premier ministre collaborateur. Incontestablement, quelqu'un comme Elisabeth Borne, comme Jean Castex d'ailleurs, se situe plutôt dans cet héritage-là, qui est lié à la surprésidentialisation du système, où le Premier ministre n'est pas véritablement celui ou celle qui dirige le gouvernement et l'exécutant de la volonté présidentielle. En l'espèce, manifestement, elle n'était pas son premier choix. Elle n'était pas son premier choix. Alors, nonobstant ses qualités, qui sont réelles, et la manière dont, je trouve, elle s'est imposée, alors qu'il y avait quand même beaucoup de critiques, beaucoup de réticences au départ, elle s'est imposée comme quelqu'un qui est capable aussi de jouer son rôle, d'entraîner un gouvernement, de jouer un rôle de négociation sociale, ce qu'elle sait très bien faire, ou même politique. En revanche, c'est très clair que dans la Macronie, dans le système macronien, il y a un président qui est jupitérien et qui décide de tout. Et on voit bien, y compris sur la réforme des retraites, très récemment, dans son discours aux Français du 31 décembre, c'est lui qui a donné le cadre de ce qu'était la réforme. Si vous comparez avec ce qui s'était passé en 1995, pour une réforme similaire, en tout cas quelque chose qui allait braquer beaucoup de Français, c'est Alain Juppé qui incarnait totalement la réforme à l'époque. Oui. Alors justement, il y a la lettre et il y a l'esprit de la Constitution. Ces rédacteurs avaient très clairement, et Michel Debré en tête, créé un partage, un périmètre avec des rôles très clairs. Tout à fait. Le président au-dessus de la mêlée, garant de l'unité de la nation. C'est ça. Le Premier ministre qui gouverne. Qui gouverne. Est-ce que ce partage-là a été respecté une fois dans l'histoire ou très vite le président a grignoté du pouvoir? Très vite le président a grignoté du pouvoir. Le général de Gaulle le premier, en réalité. C'est vrai que de Gaulle avait son domaine réservé. Là, les affaires étrangères, la défense, il gouvernait avec des ministres qui lui étaient fidèles. Pierre Messmer d'un côté, Maurice Couve de Murville. Et laissait a priori les affaires intérieures à Debré. Mais en réalité, dès que ça devenait chaud, dès que ça devenait important, c'est le président qui prenait la main. Prenons quelques exemples, on va les regarder sur cet écran. De Gaulle-Pompidou, c'est plutôt l'entente parfaite, du moins au début. Du moins au début, parce que Pompidou avait été son directeur de cabinet. Donc, au fond, pour De Gaulle, c'était assez naturel qu'en tant que Premier ministre, il soit une sorte de super directeur de cabinet. Mais il l'a laissé faire. Il l'a vraiment laissé faire. Et tout le projet de relance économique, le projet industriel de Pompidou, c'était vraiment Georges Pompidou, jusqu'au moment de crise, jusqu'au moment de rupture, qu'a été la crise de mai 68. Parce que là, en mai 68, De Gaulle a été complètement dépassé par les événements. Pompidou a pris les choses en main. L'entourage de Georges Pompidou, certains voulaient même qu'on fasse partir le général de Gaulle. Et là, ça s'est cassé parce que dès que le Premier ministre prend un petit peu trop d'importance, mord un peu sur le périmètre du président de la République, ça ne peut plus fonctionner. Mitterrand-Mauroy, c'est intéressant parce que là, c'est l'histoire d'un couple parfait. Oui. Au départ, chacun est dans son rôle, chacun se respecte. Mauroy admire Mitterrand, tout le monde le sait, et puis tout va dérailler. Oui, alors, et Mitterrand avait une grande affection pour Pierre Mauroy, mais tout a déraillé finalement assez vite. Ça s'est moins su parce que dès 1982-83, il y avait le projet éventuellement de remplacer Mauroy par Jacques Delors ou par d'autres. Bon, mais ça a véritablement explosé en 1984 sur la question de l'école, enfin du service unique de l'enseignement public qui était prévu par les socialistes, que Mauroy a soutenu, ou plutôt il a soutenu son ministre de l'Éducation nationale qui était Alain Savary, que détestait Mitterrand, et Mitterrand a sacrifié et a utilisé Mauroy comme fusible, comme ça s'est fait beaucoup sous la Ve République. L'hyper-présidentialisation, ça c'est Nicolas Sarkozy qui l'a inventé, qui l'a porté à son paroxysme? Oui, ça c'est une certitude. L'hyper-présidentialisation, c'est la manière d'intervenir directement depuis l'Élysée sur tous les problèmes qui se posaient, de réagir comme ça à tout bout de champ, ce qui fait que de facto, vous empiétez sur le domaine du Premier ministre, ce qu'il avait plus ou moins théorisé en l'appelant son collaborateur, ce que Fillon lui-même, avant d'arriver à Matignon, avait lui-même reconnu. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que
à l'épreuve des faits, François Fillon a voulu reconquérir son territoire. Et ça a donné des scènes de ménage perpétuelles entre les deux hommes que je raconte dans le livre. Parce que c'est bourré d'anecdotes. Hein. Parce que c'est pas si simple que ça de rester un Premier ministre aux ordres du président. Ouais, et puis il y a les rivaux. Alors on aurait pu prendre plein de couples. On pourrait prendre Mitterrand-Rocard. On a choisi Hollande-Valls pour rester proche. Proche de nous. Rivaux ou pas rivaux? Hollande-Valls, c'est compliqué parce qu'au début, ils sont quand même très main dans la main pour essayer de redresser ce qui s'est passé pendant les 2 années où Jean-Marc Ayrault était à Matignon, où ça n'a pas très bien fonctionné, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Valls arrive comme un super communicant, quelqu'un qui a une très bonne popularité et qui va aider François Hollande à retrouver justement cette popularité perdue. Et puis, il y a un troisième larron, et c'est ça surtout qui va mettre le feu dans ce couple qui fonctionnait finalement pas si mal au départ. Le troisième larron, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui prend de plus en plus d'importance en tant que ministre. Mais je me souviens qu'avec Emmanuel Valls, quand même, la principale question des journalistes, c'était est-ce que vous serez loyal? Alors, c'est déjà qu'il y a un loup, non? Oui, parce qu'il y a toujours un loup quand vous avez un Premier ministre qui a la perspective, la possibilité, à un moment ou à un autre, de devenir président de la République. Il y a forcément, à un moment, quelque chose qui va se tendre entre les deux hommes. Alors, quelquefois, ça s'est tendu après. C'était le cas pour Pompidou et De Gaulle. Ils ont quand même tenu presque jusqu'au bout. Mais en général, quand vous avez un Premier ministre qui a une ambition... Regardez ce qui s'est passé avec Édouard Philippe. Oui, tout montre que la théorie du fusible, du paratonnerre est complètement terminée. Et on en est vraiment sorti puisque le président décide de tout procède de lui. Est-ce que ça peut durer longtemps comme ça, à l'heure de la réforme des institutions? Est-ce qu'il ne faut pas mettre fin à l'hypocrisie en supprimant le Premier ministre et en rendant responsable le président devant le Parlement? Moi, je suis exactement pour l'inverse, en fait. Moi, je pense qu'au contraire, il faut revenir à l'esprit initial de la Ve République. Pourquoi? Parce que si vous enlevez au président de la République le pouvoir d'être un super Premier ministre et un chef de majorité parlementaire, qu'il est, parce que objectivement, les élections législatives arrivent juste après la présidentielle et font du président un chef de majorité parlementaire qui n'est plus le président de tous les Français. Il est le chef de 35% des Français. Donc, si vous redonnez au Premier ministre cette fonction qui est la sienne de diriger le gouvernement et de diriger la majorité, vous permettez au président de s'abstraire, de s'exclure de ce... j'allais dire, du marigot politique. Donc il faudrait peut-être revenir sur le quinquennat ou en tout cas sur l'inversion du calendrier. C'est exactement ce que je pense. D'accord, les législatives avant les présidentielles. Avant les présidentielles ou des midterms, mais en tout cas déconnecter les 2 élections et refaire, je le répète, du Premier ministre un véritable chef de gouvernement. Ça s'appelle Élysée contre Matignon, de 1958 à nos jours, chez Taillandier. Le couple infernal, on plonge dans la Ve République avec plaisir.